J'ai été interpellé. Il faut bien que je réponde. J'ai été interpellé. D'accord, sur ce plateau. Voilà. Je veux dire, il faut avoir un peu de pudeur. Quand on a un parti qui exclut ses opposants, quand on a un parti qui crée les conditions d'un chaos pour s'offrir une victoire sans gloire, c'est parce que il faut avoir je comprends pourquoi de la pudeur. Tu n'es pas je suis désolé. Mais s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, écoutez. Parce qu'on a écouté le discours de Blé Boudé, son patron, donc, qui a estimé que les élections étaient totalement démocratiques. D'accord, mais est-ce qu'on peut écouter le contraire de ce que Ouaga? ton patron a dit, mais je comprends ta position aujourd'hui. Peut-être que tu n'es plus membre du COJER. Vous n'avez pas la parole. Non, tu vas pas prendre à contre. Mais vous n'avez pas la parole. Je suis désolé. Oui, je suis d'accord que vous soyez désolé, mais vous n'avez pas la parole. Non, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je continue. Non, mais s'il vous plaît. Sinon, on va mettre fin à l'émission. S'il vous plaît, vous le laissez terminer. On va aborder notre deuxième sujet. On a bien commencé. Non, je ne vous permets pas, messieurs. Bernard Nzi Kokora, Lia Ferdinand, ce n'est pas une discussion pour vous. On n'est pas une discussion. Non, mais vous n'avez pas la parole. Non, je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Non, vous n'avez pas la parole. Lia Ferdinand, vous n'avez pas la parole. Non, vous n'avez pas la parole. Je dis que Bernard Nzi Kokora. Mais qu'est-ce que vous voulez? On met fin à l'émission. Aujourd'hui, il se retrouve avec Lia Ferdinand, on met fin à l'émission. De toutes les façons. Bon, d'accord, je demande à la régie donc de nous permettre de faire une coup de pause. Puisqu'on ne peut pas s'écouter sur ce plateau, on va faire une coup de pause. Attends, cher ami, arrête tes conneries là. On va y aller. On a souvent traité le PDCI et le PPACI des partis non disciplinés, les gens qui aiment la bagarre, les gens qui ne respectent pas les lois du pays et tout. Mais malheureusement, sur les plateaux télé, ceux qui font des bagarres, ceux qui ne respectent rien du tout sur les plateaux télé, apparemment, ce sont des gens qui sont liés au RHDP. Je vais vous laisser regarder la vidéo entière. N'hésitez pas de vous abonner, liker, partager et surtout vos avis dans les commentaires, la famille. Ok. D'abord, j'ai écouté les amis. Vraiment, sur ce plateau, je ne me souviens pas avoir donné des leçons à quelqu'un. Donc, quand on parle, il faut écouter. J'ai même dit que je n'ai même pas le droit de m'immiscer dans les affaires internes d'un parti politique. J'ai simplement analysé les conséquences de leur acte, des décisions qui ont été prises. Deuxième chose, j'ai trouvé que c'est incohérent que le PPACI, qui a réclamé accord et a créé le dialogue avec le pouvoir en place, ça veut dire qu'ils connaissent les forces du dialogue pour régler un ensemble de problèmes, n'est pas capable de mettre en son sein donc ce même mécanisme donc pour régler les problèmes et que dès que certains cadres décident d'être indépendants, la première réaction, c'est de les sanctionner. Première chose. Non, je ne vais pas refaire le débat. Pour revenir sur les indépendants au sein du RADP, l'ami Lian a rappelé les propos du président du parti donc en 2023. Oui, effectivement. Non, c'était Franck Dédi. Ah, c'est Dédi, ok. Il a rappelé ces propos, oui. Mais c'est à la fin du processus que ces candidats indépendants qui sont allés au bout. D'ailleurs, c'était d'abord un avertissement pour dire, si vous allez en indépendant, voilà les sanctions qui vous attendent. Non seulement vous et vos parrains. Ces derniers sont allés jusqu'au bout de leur action, ont été un candidat indépendant et tous ont été sanctionnés par le parti. Et c'est après, quelques mois ou je crois même une année après, que les sanctions ont été levées. Donc, le premier acte que le parti a posé, ce n'est pas de sanctionner les indépendants. C'est ce que j'ai dit. Je suis d'accord qu'un parti politique qui prend une décision, la haute direction prend une décision. Et je vous rappelle qu'au niveau du RADP, nous avons donc eu 3 niveaux d'arbitrage. D'abord au niveau de la coordination donc, régionale, donc qui est la base. Après, il y a eu le directoire donc, qui s'est réuni, donc qui a fait un deuxième arbitrage. Et le présidium s'est réuni donc, pour décider des candidatures donc, au niveau du parti. Donc quand on a suivi tout ce processus, où la parole a été donnée à tous ceux qui voulaient être candidats, et qu'à la fin, le parti, donc, parce qu'on sait qu'il y a un choix, il y a toujours un ressentiment pour dire que non, j'étais le plus valeureux, le plus méritant, mais je n'ai pas été choisi. On est d'accord. Mais à la fin, il faut respecter la discipline du parti. Et comme je l'ai dit, notre première action, première décision, ce n'est pas de sanctionner nos militants, mais c'est de les emmener à comprendre l'intérêt du parti et à placer l'intérêt du parti au-dessus de leur ambition politique. D'où le dialogue dont vous avez parlé. D'où le dialogue dont je parle. Donc le PPACI et tous ces partis qui ont réclamé le dialogue auraient pu faire ça. Alors, frère Lian, moi je suis d'accord en 1995 et je peux t'assurer, de mon point de vue, c'est la plus mauvaise alliance que nous avons eu à faire dans notre parcours politique. Oui, parce que cette alliance nous a desservis. Et donc, on ne va pas répéter la même erreur.
ne peut pas boycotter une élection sous prétexte que les conditions ne sont pas transparentes et puis aller, après quelques mois, participer à une autre élection. Comment vous expliquez ça à vos populations, à vos militants? Sur la base de quoi vous allez arriver à les convaincre? Pour leur dire non, allez-y voter et que votre vote va compter. Alors que préalablement, on a posé des actions donc, pour déstabiliser le pays parce qu'on n'était pas d'accord avec le processus mis en place. On n'a pas... Vous avez boycotté, le PPAC et le PDC ont boycotté les élections parce qu'ils savaient que les candidats qu'ils avaient choisis ne remplissaient pas les conditions pour être candidats. Mais ils se sont entêtés. C'est une forme de boycott. Sans refaire ce débat, Bernard, on va pas refaire le débat, mais j'ai dit, je n'ai pas donné de leçons à quelqu'un sur ce plateau. Et je comprends Maître Ouraga qui, lui, est porte-parole du COJEP, mais qui n'est pas capable de porter la couleur donc, du COJEP, qui est aujourd'hui candidat indépendant. Non, mais on ne va pas parler de capacité. Vous n'allez pas parler de... Vous êtes membre d'un parti politique. Je pense que le parti a un projet. Je vous demande quand même de retirer la phrase. Donc, en Côte d'Ivoire, on voit des gens qui sont membres d'un parti politique, porte-parole d'un parti politique, et puis qui ne sont pas candidats de ce parti. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Donc, je comprends l'incohérence, donc il va jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez reformuler simplement votre phrase? Vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas capable. Non. Mais c'est pas gentil. Mais les faits sont là. On peut le dire il est porte-parole du COJEP. Il est le porte-parole du COJEP, mais il n'est pas candidat du COJEP. Mais il a dit que c'est sa décision personnelle. Mais je suis d'accord. Est-ce que c'est une question de capacité? À partir de ce moment, quelle leçon on donne aux jeunes qui veulent rentrer en politique? Vous êtes membre d'un parti politique responsable. Ce n'est pas un militant lambda à la base. Il est porte-parole du COJEP. Sur ce plateau, on a eu à mener des débats. Il a fait des communiqués au nom du parti et aujourd'hui, il va en indépendant à Gagnois. Ça veut dire quoi? Ça Vous l'avez dit autrement. En clair, le signal que ça donne, c'est que ce parti-là donc, ne peut pas lui permettre de gagner. Voilà pourquoi il se cache derrière donc, des subterfuges pour être candidat. Arthur Bonga. Bien. Avant de venir à la question des indépendants, je veux rappeler à mon oncle. Lia, c'est mon oncle parce qu'on est tous deux de Gouagné. Ok, donc dans la famille, on va faire attention aux mots. Cher tonton, non, il y a un problème qu'il faut admettre. Parce que si vous n'admettez pas le bon diagnostic, vous n'allez pas bien vous soigner. Si ce n'était que la candidature, effectivement, je veux être candidat à une élection. On rejette ma candidature. Si ce n'est que ça, il n'y a pas un problème. Je reviens. Et d'ailleurs, c'était ça le problème du RDA en 1995. La question, c'était d'abord la candidature. Mais chez vous, chez la plupart des partis d'opposition, il y a quand même une défiance du mécanisme électoral qui fait que ce n'est pas cohérent. Vous avez passé tout le temps à dire que la liste, elle est foutue. Que la CEI, c'est une section du RDR. Ah, vous n'allez pas redire les mêmes choses. C'est important. Il y a quand même une incohérence. Il faut qu'on admette qu'il y a une incohérence à dire ça et à venir participer. C'est clair. Maintenant, c'est la notion des indépendants. Je me rappelle, tout à l'heure, en venant, j'étais un grain à Konankan, où on m'a posé la question. Mais j'ai dit, mais je fais la différence entre les indépendants et les gens qui ne sont pas d'accord avec le parti ou qui peuvent être dissidents. J'ai une cohérence. Moi, j'ai dit aux gens, j'ai une cohérence. J'ai toujours dit aux Ivoiriens, à chaque fois que j'ai pris la parole, que je suis Arthur Bonga, que je suis mandaté par personne. Donc, je ne comprends pas pourquoi, au moment des élections, je vais être mandaté par quelqu'un. J'ai tout le temps, j'ai entendu tout. Il est ceci, il est cela. J'ai toujours maintenu les caps. Et donc, quand je décide d'être candidat avec mes équipes, bien sûr, je ne vais pas cracher dans la soupe si des militants du RHDP se reconnaissent en ce que je fais ou sont contents de ce que j'ai fait. Mais bien sûr, si vous êtes à Boisseau, vous êtes militant du RHDP, n'hésitez même pas à me voter, j'en serai content. Mais j'ai toujours une démarche, j'ai été très cohérent. J'ai toujours dit que dans ma vie, je suis un homme de droite. Je suis un oufouettiste, mais je suis un indépendant. Et ce qui te permet quoi en plus? Ça te permet justement d'aller chercher plus large. Et il y a même un problème fonctionnel dans notre Assemblée nationale. Parce que tu es élu par un parti et tu deviens député de la nation. Ça fait problème. Et quand on parle, on verra tout à l'heure sur le rôle des députés, mais quand un député est sous bannière du parti politique, ce n'est pas tant qu'il ne veut pas forcément porter la voix de ses populations, puisque moi, mon slogan à Boisseau, c'est porter votre voix, mais aussi contraint par le groupe parlementaire. Vous avez des débats en interne que vous devez poser. Donc ça pose même problème par rapport aux députés de la nation. Mais je pense quand même qu'il y a une différence entre des indépendants cohérents, qui ont une démarche indépendante, et des indépendants qui sont un peu fâchés des décisions. Issus des partis politiques. Après, pour être très honnête, je pense que si on se projette, on aura quelques indépendants. Je crois que la dernière fois, il y a eu une vingtaine d'indépendants. On sera à peu près autour de ce chiffre, mais je ne pense pas qu'on aura un Mais Arthur Bonga, je vais un peu préciser la question du téléspectateur. Et je vais vous la poser à vous directement, quoique vous n'êtes pas le seul indépendant sur ce plateau. Si Arthur Bonga
donc, remporte l'élection législative à Aboissou, donc au soir du 27 décembre, est-ce que vous allez rejoindre le RHDP? En fait, c'était ça la question du téléspectateur qui dit souvent on a des indépendants qui ils sont indépendants, pas issus de partis politiques, et après leur victoire, on les retrouve dans des groupes parlementaires. Ma réponse est très claire. Les populations d'Aboissou, si elles me feront confiance en tant qu'indépendant. Si je change de démarche, je trahis leur confiance. Et je suis d'accord qu'il faut aller comme au Sénégal, où quand quelqu'un change de parti, on remet la cagnotte à zéro. Parce que vous êtes parti dit aux populations, moi, je viens vous voir en tant qu'indépendant. Vous ne pouvez pas changer. Et vous avez pris des engagements avec eux en tant qu'indépendant. Maintenant, naturellement, si je suis à l'Assemblée nationale, mais pourquoi vous voulez que je vote une loi que je partage, contre une loi que je partage? Bien sûr, j'étais de ceux qui ont dit que le bilan d'Alassane Ouattara est positif. Je suis de ceux qui disent qu'il est un bon projet pour la Côte d'Ivoire. Je suis de ceux qui ont expliqué que le projet Côte d'Ivoire solidaire était bon. Donc, je ne vais pas aller contre ça. Mais, avec les populations d'Aboissou, on a un contrat. Si elles me font confiance, c'est un contrat d'indépendance. Vous restez indépendant. Merci. Messieurs, on va aborder notre deuxième sujet. J'ai été interpellé. Il faut bien que je réponde. J'ai été interpellé. D'accord, sur ce plateau. Voilà. Je veux dire, il faut avoir un peu de pudeur. Quand on a un parti qui exclut ses opposants, quand on a un parti qui crée les conditions d'un chaos pour s'offrir une victoire sans gloire, parce que il faut avoir de la pudeur. Tu n'es pas je suis désolé. Mais s'il vous plaît, écoutez. Parce qu'on a écouté le discours de Blé Boudé, son patron, donc, qui a estimé que les élections étaient totalement démocratiques. D'accord, mais est-ce qu'on peut écouter le contraire de ce que ton patron a dit, mais je comprends ta position aujourd'hui. Peut-être que tu es un peu membre du COJER. Vous n'avez pas la parole. Mais vous n'avez pas la parole. Je suis désolé. Oui, je suis d'accord que vous soyez désolé, mais vous n'avez pas la parole. Non, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je continue. Non, mais s'il vous plaît. Sinon, on va mettre fin à l'émission. S'il vous plaît, vous le laissez terminer. On va aborder notre deuxième sujet. On a bien commencé. Non, je ne vous permets pas, messieurs. Bernard Nzi Kokora, Lia Ferdinand, ce n'est pas une discussion pour vous. On n'est pas une discussion. Non, mais vous n'avez pas la parole. Non, je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Non, vous n'avez pas la parole. Lia Ferdinand, vous n'avez pas la parole. Non, vous n'avez pas la parole. Je dis que Bernard Nzi Kokora. Mais qu'est-ce que vous voulez? On met fin à l'émission. Aujourd'hui, il se retrouve avec Lia Ferdinand, on met fin à l'émission. De toutes les façons. Bon, d'accord, je demande à la régie donc de nous permettre de faire une coup de pause. Puisqu'on ne peut pas s'écouter sur ce plateau, on va faire une coup de pause. Attends, cher ami, arrête tes conneries là. On va y aller. Bon, un député va voter les lois et il va aussi légiférer sur certaines actions dans la société. Et il va aussi contrôler le gouvernement sur l'exécution de ses travaux, les travaux du gouvernement. C'est-à-dire l'exécutif. Ce que l'exécutif fait, le député doit venir contrôler. Donc il contrôle les actions du gouvernement. Le député, son rôle, ce n'est pas de construire les routes. Il n'a pas de budget pour ça. Pas voter les lois, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, moi, c'est les lois seulement. S'ils font d'autres choses, c'est maintenant à nous de nous informer. Mais il faut que aussi l'État aussi prenne le temps d'expliquer les choses. Pour qu'en tant que citoyen de ce pays, on puisse être situé. Les députés sont à l'hémicycle pour voter les lois et non pour appliquer ce que leurs partis politiques veulent, mais plutôt ce qui est bon pour la population. Sinon, les députés, là, bon, on ne parle pas trop d'eux, donc on les met trop à l'écart. Donc, ça fait qu'on n'a pas trop d'informations sur les députés. Donc, moi, j'aimerais qu'on parle plus des députés, comme les maires, les présidents, afin que la population puisse avoir au moins une idée de ce qu'ils font les députés. Je n'ai pas trop d'informations. Donc si tu me poses question sur un député, en vrai, je ne vais pas trop te donner des réponses. Le député, d'abord, il est l'élu du peuple. Il vient donc à l'Assemblée nationale défendre les causes du peuple. C'est ce que je sais. Donc notre courte pause nous a donc permis de voir l'avis des téléspectateurs, l'avis des Ivoiriens, notamment sur le rôle du député. C'est le deuxième sujet que nous devons aborder ce soir. Messieurs, je veux vous rappeler, respect, discipline sur ce plateau. Nous avons des téléspectateurs qui nous suivent, qui ont besoin de comprendre. Donc écoutons-nous et ensuite développons nos arguments. Maître Ouraga, vous aviez la parole sans refaire le débat. Non, il faut que je réponde. Bien sûr, je dis vous avez la parole, mais je dis sans refaire le débat. Voilà. Allez-y. Voilà. Je dis, il faut avoir de la pudeur. Quand on est un parti politique, quand on a un régime qui, pendant 10 ans, refuse de délivrer le récépissé à un parti politique, il faut avoir de la pudeur quand on reproche à ce parti
de ne pas présenter ces cadres sous la bannière de leur parti. Depuis 2015 que nous sommes créés, que le COJEP a été créé, ce parti ne bénéficie toujours pas d'un récépissé. Il n'y a pas longtemps, le porte-parole du gouvernement a dit que c'était un problème administratif et que le ministère de l'Intérieur allait donc s'en charger. Nous ne l'avons toujours pas eu. Ça fait 10 ans. Donc quand nous n'avons pas la plénitude de nos droits, c'est tout naturel que nous nous présentions sous la bannière indépendante. Donc il faut qu'ils le sachent avant de dire ce qu'ils disent. C'est pour cela que je dis qu'il faut avoir de la pudeur. Quand on veut empêcher un autre parti politique de fonctionner et soi-même souffrir, comme je l'ai dit, toujours une victoire sans gloire. Ça leur fait mal, mais c'est ça. C'est une victoire sans gloire, cette élection présidentielle de 2025. Donc pour revenir donc à cette... la présidentielle. Non, on a fini avec. Pour revenir donc à la question que vous avez posée relativement au rôle et à la responsabilité des députés, on le sait tous, les députés en Côte d'Ivoire, et c'est la loi qui le dit, on a la responsabilité, on a pour mission de voter les lois, de contrôler l'action du gouvernement, et c'est ce pourquoi nous présentons donc à cette élection. Madame Deba, vous voyez, pour nous, quelle que soit la coloration de cette Assemblée nationale, qu'elle soit majoritairement de l'opposition ou alors du pouvoir en place, pour nous, on n'a aucun problème à faire ce pourquoi les populations nous ont élus. C'est-à-dire voter des lois dans l'intérêt de ces populations. Je l'ai dit, si vous vous souvenez, il y a quelques années, non, en 1998, la loi sur le foncier, tous les députés à l'unanimité avaient voté oui à cette loi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les députés ont compris que là, cette loi était dans l'intérêt des Ivoiriens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en étant minoritaires, les députés peuvent impacter, influencer les lois en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas un problème qu'on soit minoritaire ou majoritaire. Donc ça, il faut qu'on le comprenne. Donc ceux qui disent que oui, vous serez minoritaire, donc ce n'est pas la peine d'y aller. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas longtemps, je regardais donc un débat en France, des parlementaires, où certains se vantaient d'avoir 3000 amendements, lui il a 1500, 900, tout ça. Je me demandais, ouais, en Côte d'Ivoire, quelle est la charge de travail ou alors de nos parlementaires? Est-ce qu'on arrive à travailler autant? Mais normalement, c'est ce à quoi devraient se livrer, se consacrer nos parlementaires. C'est-à-dire travailler vraiment. Nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons des lois totalement obsolètes. On a des lois de 1930 qui, aujourd'hui, sont encore appliquées. À un moment donné, il faut qu'on s'asseye pour regarder, pour voir effectivement si ces lois sont encore adaptées à la réalité actuelle. Donc, il y a une charge de travail que les députés, que nous serons à la prochaine législature, à laquelle nous devons donc nous consacrer. Donc, voilà la raison pour laquelle nous nous présentons à cette élection. Voilà la mission que nous allons donc que nous confions, que les populations vont nous confier, c'est de les défendre, c'est de parler pour elles. C'est ce que nous entendons faire. Vous savez, nous, on vient de zones rurales, par exemple, Guibérois. Nous, on a des problèmes fonciers chez nous à Guibérois. On a des problèmes même d'équité de développement. Aujourd'hui, pour arriver à Guibérois, il n'y a même pas de route. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas légiférer sur une sorte de garantie, l'égalité même du point de vue du développement en Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a des régions qu'il faut le reconnaître, sont laissées pour compte. Nous voulons parler justement pour nos populations, prendre des lois qui vont prendre en compte donc tous ces aspects. Mais justement, est-ce que vous pouvez permettre aux populations de comprendre? Quand vous dites qu'il n'y a pas de route, est-ce que c'est le rôle du député de construire, de mettre des routes? Mais justement, permettez de comprendre. Ce que nous disons, c'est que nous prenons des lois. Tout à l'heure, quand j'ai dit garantir l'égalité du point de vue du développement, c'est également ça. Comment est-ce qu'on s'assure que justement, il y a une égalité dans la distribution des richesses du point de vue des infrastructures? Pourquoi telle région est beaucoup plus pourvue en infrastructures, par exemple routières, et telle autre ne l'est pas? Il n'y a pas longtemps qu'à Gagnoa, le goudron est arrivé dans la ville. Le goudron s'arrêtait à l'entrée de Gagnoa. Il n'y a pas longtemps que le goudron est arrivé à Gagnoa. Guibérois, aujourd'hui, on ne peut pas rallier Guibérois. Aujourd'hui, pour 27 km, vous faites plus d'1 heure. Il y a un problème. Donc, il faut que, par le biais de lois que nous allons prendre, nous puissions donc consacrer l'égalité dans le développement pour toutes les régions. D'accord. Pour ne pas que, figurez-vous, si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, un responsable du parti au pouvoir le disait, si vous ne connaissez pas le chef de l'État, vous n'aurez pas de développement chez vous.
C'est pas normal. C'est pas normal. De telle façon qu'aujourd'hui, il y a des élus qui sont allés donc rejoindre le parti au pouvoir pour espérer gagner ce qu'il faut, suffisamment de subventions pour impulser le développement chez eux. Ok, j'aimerais vous proposer, messieurs, de rester sur le thème que nous abordons maintenant, rôle et responsabilité des députés. Vos arguments, contre-arguments sur la présidentielle d'octobre 2025 sont largement connus. Là, ce soir, on veut donner des informations, sensibiliser les électeurs pour leur permettre de faire un choix judicieux le 27 décembre prochain. Donc, je n'hésiterai pas à interrompre l'émission si on n'est pas en mesure d'aborder notre thématique de ce soir. Donc, professeur Ndobou, le rôle du député dans une nation. Merci. Alors, le député, il a essentiellement 3 rôles qui déclinent à l'intérieur. Il y a le rôle législatif, le rôle de contrôle du gouvernement et puis le rôle de représentant. J'ai dit essentiellement. Alors, il représente la nation et c'est en cela que tu posais la question de la difficulté qu'on a entre le député élu par une localité et puis il devient député de la nation par rapport au parti, etc. Il est également, parce que là, il est en contact avec les populations, il doit pouvoir parler avec les citoyens. Et quant au rôle de contrôle du gouvernement, il pose des questions, il évalue les politiques publiques que nous avons et amende ce qu'il faut à l'intérieur, dépose des motions, quand cela est nécessaire, motion ou censure, et puis peut saisir le Conseil constitutionnel pour un sujet quelconque afin qu'on puisse en débattre. Ça, c'est le deuxième rôle, qui est le rôle de contrôle du gouvernement. Maintenant, quant au rôle législatif, il lui revient de proposer des lois, d'examiner et amender ces différentes lois-là, de les voter par la suite, et enfin, il vote aussi le budget de l'État. Voilà essentiellement les éléments qui sont à l'intérieur. Du coup, le député doit pouvoir s'organiser, avoir des personnes autour de lui, comprendre ce que c'est que l'économie, comprendre les différentes formes, donc se former et puis pouvoir répondre à l'attente de ces populations, à l'attente de l'État et à l'attente de la vie de cette nation. Voilà essentiellement ce que je voulais donner comme élément concernant le rôle des députés. Achubanga. Bien, je ne vais pas revenir sur ce qui est déjà dit, je vais préciser quand même 2-3 choses. Dans le grand manque aujourd'hui... Sans revenir sur le sujet précédent. Mais bien sûr. Allez-y. Le grand manque aujourd'hui, qui font que les populations ne perçoivent pas le rôle du député. Moi, je suis en pré-campagne à Boisseau, je l'entends. Vous savez, voter des lois, quand on est mandaté, ça suppose entendre ce que les populations vont dire avant de venir voter ces lois. Ça suppose informer les populations des lois qu'on va prendre. Ça suppose les informer du résultat obtenu. Donc, cette connexion qu'on doit avoir en amont, au moment de la prise de loi, et en aval, au moment où elle est votée, ça manque. Aujourd'hui, c'est qui fait que quand tu rencontres les populations sur le rôle du député, soit elles ne le comprennent pas, soit elles ne le savent même pas. Parce que cette connexion n'arrive pas. Et souvent, ça casse sa confiance. À tel point que quand tu dis à des gens, ça fait mal un peu, hein. Quand tu parles à des gens, ils te disent, mais bon, tout ce que tu as dit, là, les gens sont venus dire ça avant toi. Ou souvent, les gens se moquent de nous. Moi, je suis au quartier Libération aujourd'hui, Liberté Extension. Okay. Mais ils me disent, on est là, on n'a jamais ouvert notre route, et à 2 semaines de l'élection, le maire vient gratter la route. Tu vois, tout ça, ça casse sa confiance. C'est clair ce qu'on constate sur le terrain. La deuxième chose, sur l'acteur de développement du député. Dans le cas direct, non, parce qu'il n'a pas de budget. Mais attention, je suis un peu d'accord, tout à fait d'accord avec Maître Ouraga. De façon indirecte, si. Pourquoi? Il y a le budget de l'État. C'est le moment où on débat de ce que l'État prévoit pour chacune des régions, pour chacune des entités. Contrôler l'action gouvernementale, c'est aller voir ce qui a été prévu pour sa commune. Et moi, je dis toujours aux populations d'Aboisseau, à chaque fois qu'on aura un débat sur le budget, vous saurez exactement ce que chaque ministère a prévu pour vous. Je viens de vous dire, et ensemble, on regardera ce qui est fait. J'ai pris le cas, j'en ai rigolé d'ailleurs ce matin en voyant certaines déformations de mon propos sur les problèmes d'eau à Boisseau. Le député a des moyens de contrôle, des moyens de plaidoyer.
J'ai discuté avec les femmes, que ce soit à Sokoura, que ce soit à Souba, que ce soit à Watteville, que ce soit à TP, toutes me parlaient des problèmes d'eau et que je constate. Je leur ai dit, mais là, le rôle du député, ce n'est pas de dire la SODECI va couper l'eau. Non, il ne peut pas. Mais le député peut demander une mission d'enquête parlementaire sur des questions hydrauliques. Le député peut lui-même faire du plaidoyer, c'est-à-dire aller rencontrer le directeur de la SODECI, rencontrer le ministre de l'hydraulique et en discuter, faire des propositions. Donc, par ces mécanismes, notamment le plaidoyer, le contrôle de l'action gouvernementale, les missions d'enquête parlementaire, les questions au gouvernement, le député peut se muer de façon indirecte en outil de développement. Mais le plus important, je pense que ce que les populations attendent aujourd'hui des députés, par la discussion que j'ai, c'est pour ça que mon slogan, c'est porter votre voix. Okay. Elles attendent d'abord qu'elles soient associées à la discussion, qu'elles soient associées aux lois, et qu'on vienne rendre compte des lois qui ont été prises. Je pense que c'est ça le premier problème aujourd'hui avec les députés. Et ça rentre dans les coups du député. Et s'il utilise encore ses capacités de contrôle gouvernemental, ses capacités de plaidoyer, il peut favoriser le développement de sa région. Je ne parle même pas des propositions de loi. Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas si on a déjà vu des propositions de loi. Il y en a combien? Ça fait peur. Et donc tout ça, c'est des questions qui vont... Et on a eu des parlements dynamiques en Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, on a matière. Et moi, quand je suis sur ce plateau, et j'imagine les débats de ce plateau, retrouver dans quelques mois Franck Ouraga au Parlement, je pense qu'à l'Assemblée nationale, parce qu'on aura de beaux débats et ça fera avancer notre démocratie. Léa Ferdinand. Je crois qu'ils ont déjà dit l'essentiel en ce qui concerne le rôle du député. Je rappelle, à toute fin utile, que je suis porte-parole du candidat Apollos Dante, qui fait liste commune avec le candidat du PDCI RDA, l'honorable Diaoufoué, et ADCI avec mon ami et frère Roger Nyouan Ayopougon. Alors, quand tout cela a été dit, dans la pratique, qu'est-ce que le député ou ces députés feront? L'action gouvernementale, vous avez vu, la gestion du pouvoir RHDP catastrophique avec les Là, on parle du rôle du député. J'ai bien, madame. Non, je ne veux pas qu'on refasse le débat. Si vous n'acceptez pas que nous disions... Mais vous l'avez dit. Oui, mais le rôle du député, je reviens, madame. On veut que vous parliez du rôle du député. On veut que vous parliez du rôle du député, de ses responsabilités, de votre perception. Mais les responsabilités du député, là, ça va avec la gestion catastrophique du RHDP. Mais ça, vous l'avez déjà dit. Oui, on ne va pas refaire le débat. Mais on n'a pas le temps de refaire le débat. Non, mais il faut que le député, là, pendant la gestion du pouvoir du RHDP, on a vu une chambre qui a été dominée par le RHDP. Les députés n'ont pas vraiment joué de rôle à part voter le budget. On leur envoie les tests, ils disent « OK, on est d'accord ». Mais le code électoral a été pris par ordonnance. Alors que le député a... Oui, justement, parce que l'Assemblée nationale était d'accord. Donc je dis une chose. Le député qui va venir là, maintenant, et c'est pourquoi j'encourage les gens à venir voter le 27 décembre, parce qu'ils vont donner du travail aux députés et à ceux de l'opposition, mais aussi à ceux du pouvoir. Parce que pendant 15 ans, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient vraiment faire. Ils ont été... La question, c'est qu'est-ce que les députés doivent faire? C'est ça la question à laquelle on vous demande de répondre. Mais si nous devons répéter la même chose... Non, non, ils ont déjà dit. Ce que je dois dire, c'est dans la pratique, ce que fait le député. Contrôler l'action gouvernementale, c'est contrôler aussi les détournements. Le Parlement est en contre-pouvoir. Dans tous les pays en démocratie, c'est connu. Maintenant, comment on fait pour y arriver en Côte d'Ivoire? Comment on fait? Quelles sont les propositions pour que le Parlement, l'Assemblée nationale, soit un véritable contre-pouvoir? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas que, pour ne pas que ce soit une caisse de résonance, il faut que les Ivoiriens se lèvent et sachent que le pouvoir là, est dans leurs mains et qu'ils doivent le donner en majorité aux opposants. C'est ce que je dis. Merci, et c'est ce que vous devez comprendre, madame. Franck Dédy. Sinon, est-ce qu'il y a une autre définition encore? Franck Dédy. Très bien. Je pense qu'on a, même au niveau des élites, on a une compréhension parfois biaisée, voire incomplète du rôle du député. Le député a au moins 4 rôles auxquels on pourra ajouter un rôle subsidiaire, quelques rôles subsidiaires que je vais rappeler. Premier élément, c'est de représenter le peuple. Et je ne vais pas revenir sur ce que chacun a dit, il faut être à l'écoute des populations. Il faut que la connexion entre le député et sa population soit réelle. Il ne s'agit pas de venir pendant les élections
et puis attendre 5 ans plus tard pour revenir devant les populations. Il faut peut-être même instaurer des rencontres, soit mensuelles ou trimestrielles. En tout cas, nous, on prévoit de le faire de façon mensuelle pour venir dire, voilà les lois qui sont prises, voilà ce que le gouvernement est en train de faire et voilà les impacts sur vous. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de faire la loi. Donc, soit pour faire des propositions de loi ou alors voter des projets donc, de loi. Donc, les autres ont déjà débattu là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus. Le troisième élément, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Et à ce niveau-là, on a tendance à dire le député ne fait pas le développement, ainsi de suite. Je pense que c'est une mauvaise façon de le dire. C'est peut-être vrai en termes sémantiques, mais en le disant de cette façon, on dénature un peu le rôle du député. Parce que, mais qui fait le développement? C'est l'exécutif, n'est-ce pas? Alors qu'on dit que le député va contrôler donc, cette action-là. Donc oui, directement, il ne va pas construire des routes et tout, mais il va dire aux gens, construisez telle route dans telle région, construisez telle route dans telle autre région, quand ils sont en train de voter le budget. Le député peut le faire. Le quatrième élément, c'est de voter, bien entendu, le budget de l'État. C'est vrai que ça déboule sur une loi des finances, donc on range ça dans la partie faire la loi, mais il y a un vrai sujet sur le vote du budget de l'État. Et en ce moment-là, le député, en tout cas, s'il est bien formé et il sait pourquoi il est à l'Assemblée nationale, il saura défendre valablement les préoccupations de ses administrés, si je peux dire ça comme ça, en disant « Ah, moi, dans ma zone, moi, à Gagnoa, ici, là, voilà les problèmes dont on souffre, et ainsi de suite. » Et puis, le cinquième élément, c'est ce que j'ai appelé les rôles additionnels, c'est-à-dire ratifier les traités internationaux, autoriser les interventions militaires, participer à la révision de la Constitution, et puis évaluer les politiques publiques locales. Et ça, on l'oublie. C'est-à-dire que le député, il doit pouvoir parler au président du conseil régional pour lui dire, voilà la déclinaison de la politique locale, là, voilà ce qu'il faut faire. Et puis l'autre élément, même s'il ne le fait pas directement, le député participe au développement du pays en identifiant les problèmes que vivent les populations et en réfléchissant à proposer des lois pour régler ces problèmes-là. J'en veux pour preuve, par exemple, à Gagnoa. Lorsqu'on discute avec les populations, il y a au moins 3 sujets qui reviennent. La prolifération de la drogue, l'inemployabilité des jeunes et puis la salubrité. Mais c'est aux députés aussi de regarder ça et puis de regarder comment est-ce qu'il peut proposer des lois pour renforcer, par exemple, la lutte contre la drogue, s'il estime que le mécanisme mis en place par l'État n'est pas suffisant. Par exemple, sur l'employabilité, est-ce que quelqu'un parlait de régionalisation du développement tout à l'heure. Lorsqu'on est en train de voter le projet de loi, on peut dire, OK, moi, dans ma zone ici, là, il y a beaucoup de jeunes qui sont sans emploi. Et cela peut donner lieu à des vices et entraîner beaucoup de défauts dans la société. Donc, je souhaiterais que pour le budget qui arrive, on puisse mettre une usine, par exemple, à Gagnoa, une usine de temps, ainsi de suite. L'autre élément, c'est sur la salubrité. Aujourd'hui, il y a une loi, par exemple, qui a donné presque 100% de la gestion des ordures à l'ANAGED. Mais sauf qu'en termes d'efficacité, il y a un problème. Donc peut-être qu'il faut renforcer cette loi-là en disant que peut-être que la gestion de la salubrité peut se faire peut-être à part égale entre peut-être les municipalités et puis l'ANAGED, par exemple. Donc voilà des problèmes que le député peut identifier dans sa circonscription et les traduire en projet de loi afin que cela impacte non seulement sa circonscription, mais toutes les autres circonscriptions qui vivent les mêmes sujets. Voilà. D'accord. Moi, je vais revenir. Je vais vous donner la parole, messieurs. Messieurs, la question du député qui n'est pas acteur de développement directement. Vous avez parlé de formation. J'ai envie de dire formation. Qui forme qui? Parce que souvent, pendant les campagnes, on a vu des députés promettre des choses dans la campagne, dire si vous votez pour moi, si je suis élu, je vais construire des écoles, je vais construire des voies, je vais vous ramener. Donc, on l'a vu. Donc, qui forme qui ici? Premier élément, cette formation-là, elle doit se faire à plusieurs niveaux. D'abord, il faut que les partis politiques qui envoient les députés, parce que ce que vous dites là, on a entendu ça beaucoup plus de la part de partis politiques, de représentants de partis politiques. Il faut qu'ils forment ceux qui vont s'adresser aux populations, en leur disant, voilà le rôle du député, c'est comme cela que tu dois aller le traduire devant les populations. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est de renforcer la formation même de la population. Aujourd'hui, selon le RGPH de 2021, on a 47% d'analphabètes. À cela, il faut ajouter
d'autres qui sont allés à l'école, qui savent lire et écrire, mais qui ne comprennent même pas le rôle du député. Donc, il faut renforcer en termes de formation dans les manuels scolaires pour que les gens sachent un peu plus le rôle du député. Mais l'autre élément qui importe de faire, pour moi, il faut prendre une loi pour obliger même les députés à venir rendre compte de façon régulière et d'instaurer ce dialogue-là interactif avec leur population. Et ça, c'est important. Merci, Franck Dédi. Bernard Nzikokora. Alors, il n'applique pas. Alors, je pense que le rôle du député est connu de tous. Voilà, la Côte d'Ivoire ne vient pas de naître et nous ne sommes pas le seul pays qui pratique ce système de gouvernance avec un pouvoir législatif donc, représenté par les députés. Donc, c'est connu d'avance. Est-ce que vous êtes sûr que tous les électeurs connaissent? Non, il ne faut pas se foutre des Ivoiriens. Moi, je pense que même nos paysans, ils savent le rôle d'un député. Il ne faut pas faire croire que, parce que des gens ne sont pas à l'école, c'est des analphabètes, ils ne comprennent rien. Il fallait. Personne n'a dit qu'ils ne comprennent rien. Non, je vous permets pas que certains vont aller sur le terrain, ils vont voir que dans les discussions avec nos parents, avec les jeunes donc, des zones rurales, ils verront leur niveau de compréhension donc, de la politique. Et donc, les députés, leur rôle est connu, c'est de voter des lois, faire des propositions dans des lois, faire des amendements. Je crois que depuis la création donc, de notre État, c'est ce qui se passe. On ne va pas changer les choses du jour au lendemain. Moi, j'ai connu, heureusement que nos amis de l'opposition sont là. À Finguessan, il a été, depuis 2016, il est député de ma sous-préfecture, il n'a jamais vu rencontrer des populations. Bernard Nzikokora, sans personnaliser le débat. Nous sommes à une émission assez importante. Très importante, c'est la raison pour laquelle on vous invite. Mais ne personnalisez pas le débat. Non, le problème c'est qu'il faut éviter de mentir aux populations. Faire croire qu'on vient de descendre donc de la planète Mars et qu'on est neuf, on n'a pas géré ce pays. Donc j'avance. Donc c'est pour dire que le rôle des députés, Evelyne, c'est connu. En ce qui concerne les partis politiques, leur ambition, c'est de contrôler le pouvoir législatif. Et celui qui est au pouvoir, dans toutes les démocraties au monde, celui qui arrive au pouvoir, se donne les moyens d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, de sorte à ce que le projet, donc, sur la base donc, duquel il a été élu, puisse passer. Aujourd'hui en France, quelle est la situation? Parce que le parti de Macron n'a pas la majorité donc, au Parlement. C'est près de 6 premiers ministres qui ont changé. Alors, dans notre système en Côte d'Ivoire, il faut que les gens lisent. Le vrai pouvoir appartient au pouvoir législatif. Parce que, imaginez un pouvoir, un gouvernement qui arrive au pouvoir, qui n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Toutes ces lois seront refusées. Mais est-ce que le Parlement, justement, c'est la question que se posent plusieurs Ivoiriens, et des choses qui ont été dites ici sur le plateau, justement, lorsque le Parlement est majoritairement composé du parti au pouvoir, est-ce que l'Assemblée nationale arrive à être ce contre-pouvoir? Est-ce qu'il arrive véritablement à contrôler? Est-ce qu'il arrive, je vais terminer la question, vous allez répondre, ne vous en faites pas. Est-ce qu'il arrive à contrôler l'action gouvernementale? Non. Alors, moi, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Ça dit, prenez-moi une seule démocratie au monde où le gouvernement donc, qui exécute a la majorité à l'Assemblée nationale ou au Parlement qui voit ses lois être refusées. Aux États-Unis, par exemple, quand Trump a été élu et qu'ils ont gagné donc, la majorité au Sénat et au niveau de House Representative, mais toutes ces décisions sont passées à la lettre. Le premier jour, lorsqu'il a pris fonction, il a signé près de 20 décrets qui n'ont pas été contestés. Parce que, en Afrique du Sud, l'ANC est majoritaire au niveau de l'Assemblée, de leur Parlement. Avez-vous entendu une seule fois que le groupe parlementaire de l'ANC a refusé une des décisions donc, comment on appelle, du gouvernement? Ce n'est pas possible. Quand le FI était au pouvoir, mais ils avaient la majorité à l'Assemblée nationale, avez-vous une fois entendu qu'une seule loi donc, de ce parti au pouvoir aurait été refusée? Quand le PDCI était au pouvoir, avez-vous une seule fois entendu le groupe parlementaire PDCI refuser une loi donc, du PDCI-RDA? Ce n'est pas possible, on ne va pas inventer l'autre chose. Maintenant, comme je l'ai dit, vraiment, il faut qu'on arrête de mentir à nos peuples. On nous dit que le COGEP, je m'en voudrais de ne pas revenir là-dessus. On nous dit que moi je vous en voudrais de revenir dessus. Sans que ça n'en... Non, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. En réalité, moi je pense que... Je vous en voudrais de mettre... Quand on vient nous dire que le COGEP ne participe pas parce qu'il n'a pas de récépissé, le 10 novembre 2025, monsieur comment on appelle, Charles Blé Goudé a dit officiellement que son parti va aller donc à ces élections et son porte-parole qui est ici, Maître Ouraga, a dit
que le COJEP va présenter au moins 20 candidats à ces élections législatives. Le COJEP n'est pas le sujet de ce soir. Sur ce plateau, que ce parti ne va pas, ce monsieur n'est pas candidat du COJEP parce qu'il n'aurait pas un récépissé, je trouve que c'est un mensonge. Une fixation? Voilà. Non, il faut qu'on se dise les vérités sur ce plateau pour ne pas que les gens... pour des raisons personnelles. Voilà, Est-ce que ce n'est pas suffisant pour vous pour respecter sa décision? C'est la clarté du débat politique. C'est sa position. C'est la clarté qu'on appelle dans le débat politique. Il faut éviter de raconter des contre-vérités. Voilà. Achu Banga. Voilà. Il faut sortir aussi de l'idée que l'Assemblée nationale doit faire un contre-pouvoir. Ce n'est pas nécessairement un contre-pouvoir. À partir du moment de l'Assemblée nationale... Mais ça fait partie de ses prérogatives. Elle peut être un contre-pouvoir. Donc ça fait partie. Non, pas nécessairement. C'est ce que j'ai dit. Pour être un contre-pouvoir, il faut que l'opposition l'emporte. Les partis politiques, les députés candidats de partis politiques, ils font mal campagne. Un député candidat d'un parti politique doit faire campagne sur le programme du parti politique. C'est son premier axe de campagne. Si moi je suis candidat RHDP, je viens dire aux populations, comme vous avez déjà voté la Alassane Ouattara, moi, je vais favoriser l'application de son programme. Si je suis de l'opposition, je viens dire, bon, par exemple, le PDCI, on n'a pas pu participer à l'élection présidentielle, mais voici ce qu'on avait prévu. Donc, quand on sera à l'Assemblée nationale avec la majorité, on va faire. C'est nous autres, les candidats indépendants, qui pouvons essayer de construire des choses. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que le contrôle du gouvernement, quand on fait un contrôle, on peut être très content, très satisfait. Et ce que j'expliquais hier à des dames à Souba, je dis non, mais l'action de contrôler le gouvernement ne veut pas dire que tout ce que le gouvernement fait est négatif. Je prends un exemple très concret. Le gouvernement a la CEMU. Contrôler l'action gouvernementale, ou bien tout le travail du député, c'est d'abord venir dire qu'on a une loi sur la CEMU. Voici ce que ça vous permet d'avoir. Et donc informer. À partir du moment où une de mes mamans me dit « Ah, mais j'ai ma CEMU, hein, je n'ai pas pu l'utiliser. » En ce moment, en tant que député, je dois chercher à comprendre et faire appliquer ce mécanisme. C'est ça le contrôle du gouvernement. Donc, ce n'est pas parce qu'un député n'est pas dans le systématique, non, mais il peut être d'accord avec le projet de loi. Et même quand on fait les projets de loi, certes, c'est des initiatives gouvernementales, mais à des ministres, moi j'étais conseiller de ministre, on a reçu des députés, on a travaillé avec eux en amont sur des projets de loi qu'on va les proposer. Donc il y a des ministres qui prennent le temps, quand ils ont un projet de loi, d'appeler les oppositions et travailler avec elles de façon à envoyer un projet de loi que tout le monde a déjà discuté en fait. Donc il ne faut pas systématiquement dire que l'Assemblée nationale sera dans le contre-pouvoir. Après, du moins, il y a une majorité, et comme je l'ai dit, je pense que le RHDP aura la majorité. En ce moment, je pense qu'on aura une Assemblée nationale qui, d'abord, va chercher à appliquer le programme. Elle peut maintenant l'améliorer. L'améliorer à quel moment? Comme Dédi l'a dit, comme nous aussi on le prévoit avec ma liste à Boisseau, à Noisy, à Boisseau, parce qu'elle va instaurer tout le temps un dialogue. Et ce dialogue avec les populations, c'est pour ça que moi je parle aux populations d'abord, je parle d'intelligence collective. Ce dialogue avec les populations peut nous permettre, quoique étant d'accord avec les lois que va proposer le gouvernement, de les améliorer. Parce qu'on aurait pris le temps de parler avec nos populations, de discuter avec elles. Donc, il faut arrêter de penser que l'Assemblée nationale doit être dans un contre-pouvoir systématique. Ce n'est pas juste. Elle peut apporter, améliorer par le débat que les députés, y compris quand ils viennent du parti au pouvoir, vont créer. Mais c'est justement... Moi, quand je parle avec les populations, surtout celles d'Aboisseau, c'est ce dialogue qui manque là qui leur fait le plus mal. Parce qu'ils ne perçoivent pas les députés. Et malheureusement, on ne peut pas limiter ça aux députés du parti au pouvoir parce que mon ami qui est originaire de Bongouanou vient de dire qu'il n'a jamais vu Afin Guessant en train de faire des réunions de... Sans personnaliser le débat. Je vous ai dit... Non, Léa Ferdinand, non, s'il vous plaît. Mais j'ai dit s'il vous plaît, sans personnaliser le débat. On a bien de l'histoire avec Achu Banga, sans personnaliser le débat, messieurs. Non, messieurs, s'il vous plaît. Maître Rouraga a la parole. Léa Ferdinand, vous n'avez pas la parole. Mais vous n'avez pas la parole. Okay. Ça, c'est pas poli, frère. Allez-y. Je veux rappeler tout simplement, on ne va pas revenir là-dessus. Le COJEP, jusqu'à ce jour, n'a pas de récépissé. Si M. Kokora dit que le COJEP a son récépissé, qu'il le prouve. Moi, je n'ai pas fait de débat puéril dans ce sens. Le commissaire, le porte-parole du gouvernement, la dernière fois, l'a dit. Il a dit que c'est un problème qui relève du ministère de l'Intérieur. Le ministre Cissé Bakongo lui-même l'avait déjà dit il y a quelques années. Il a dit que le COJEP aura bientôt son récépissé. Et jusqu'à ce jour, nous ne l'avons pas. Pour le reste, c'est des débats inutiles. Je vais revenir au rôle du député. On l'a dit, le député peut impacter le développement, même s'il n'est pas un acteur direct du développement. Parce que les politiques publiques s'appuient sur quoi? S'appuient sur la loi. Donc le député, à partir de ce moment, peut orienter le développement. Ça, c'est clair. Mais une autre responsabilité du député,
c'est de rendre compte, Madame Débat. Figurez-vous, et on l'a dit, ils sont payés pour ça. Mais vous êtes payés, vous avez une prime pour aller rendre compte aux populations, mais vous ne le faites pas. Il faut qu'ils le fassent. Parce que vous votez des lois, vous êtes mandaté par des populations. Tout naturellement, celui qui est mandaté doit rendre compte. Ça, c'est un principe classique. Mais en plus, Madame Débat, et c'est justement pour cela que nous disons que chez nous, à Guibéro, on aura une permanence. Pour que les populations qui veulent viennent là, prendre des informations. Et nous-mêmes, nous programmons, nous prévoyons de les visiter pour leur dire voici ce qui a été pris, voici les lois qui ont été votées et voici en quoi elles vous arrangent. Parce que c'est aussi ça. Vous avez mandaté, des populations vous ont mandaté, il faut que vous leur expliquiez pourquoi cette loi-là peut les arranger. Et elles vous diront, voici, il y a ceci ou il y a cela, pour que vous aussi, vous puissiez retourner vers le Parlement et proposer des lois ou alors des amendements aux projets de loi qui viennent, qui vont dans le sens et dans l'intérêt donc des populations. On le dit, le Parlement peut être, M. Banga, le professeur Banga l'a dit tout à l'heure, il pense que le Parlement sera à majorité RHDP. Mais pour nous, ça ne veut pas forcément dire que notre action ne va pas porter ses fruits. Ne va pas forcément porter ses fruits. On va se rappeler, par exemple, pour faire un peu d'histoire, de la loi Félix Houphouët-Boigny, abolition du travail forcé. Il était seul. Il n'était pas seul. C'est sa proposition. Non, ce n'est pas sa proposition. Ah, Bonga. Mais je suis historien, je ne vais pas laisser. C'est ce que l'histoire retient. C'est ce que l'histoire retient. Ça s'appelle même loi Félix Houphouët-Boigny. C'est ce que l'histoire retient. Loi Félix Houphouët-Boigny. Donc, c'est à son initiative ou à loi à l'initiative. Mais c'est ça. Mais c'est ce que ça veut dire quand on dit c'est de la loi. C'est à son initiative. Mais une proposition de loi, une proposition de loi est à l'initiative d'un député. C'est ça qu'on appelle une proposition de loi. Ça s'appelle loi Félix Houphouët-Boigny parce que c'était à son initiative. Mais ça a été voté par l'ensemble du Parlement, qui n'était pas composé uniquement des personnes qui étaient favorables au président Félix Houphouët-Boigny. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on est minoritaire, on peut prendre des décisions qui vont impacter finalement le développement ou alors les problèmes qu'on a dans notre société. C'est ça, le rôle du député. C'est aussi ça. Donc voilà ce que nous voulons mettre en avant. Professeur Nobou. Madame Débat, en réalité, moi, je voulais revenir sur les principes d'éducation. C'est-à-dire qu'il faut faire l'éducation. Si on part un peu dans les pays communistes, c'est ce qu'ils appelaient l'éducation des masses. C'est-à-dire au niveau du rôle des députés, les choses qui sont sues ont besoin d'être renforcées et bien sues. Il faut faire l'éducation des masses en Côte d'Ivoire, montrer aux Ivoiriens qu'est-ce qu'un député. Et vous vous rappelez qu'à une époque, il y avait, je crois que ça se fait encore, ça s'appelle je sais pas, c'est EDHC. EDHC à l'école. Même au primaire, il faut encore améliorer cela, le corset au niveau des représentations, au niveau des députés, et puis faire la formation même des élus eux-mêmes pour qu'en allant vers les populations, puissent travailler avec ces populations-là, leur dire ce qu'il faut dire. Mais il y a un élément aussi, c'est certainement pour rire un peu. Quand vous allez chez moi à Bonois et que vous ne savez pas parler à Bourré... J'espère que ça va nous faire rire vraiment. Et que vous ne savez pas parler à Bourré et que vous vous retrouvez à Diao, comment vous allez expliquer cette situation? Ça, c'est pour rire un peu. Mais je vais dire qu'il faut pouvoir expliquer aux populations, voilà mon rôle, dans quel sens je vais, et puis... comme je l'ai dit dans les manuels de formation, pouvoir faire cela. Parce que vous voyez, je prends l'exemple du budget. J'ai entendu quelqu'un dire, le Sénat, si on le supprime, on prend l'argent alloué au Sénat qu'on doit déposer ici pour faire ceci. Mais ce n'est pas possible. Le budget, il est prévisionnel. Dès que le Sénat est supprimé, ça veut dire que ce qui devait revenir au Sénat... Mais il faut le savoir, en fait. C'est l'exemple que j'ai voulu donner. Il faut le savoir. Mais moi-même, il a fallu que j'apprenne, que je vois. Il y a un document que le ministère du Budget et de... Comment le ministère du Budget a... Le budget citoyen, un document qui est fait, et puis il le distribue. Et quand tu le lis, tu le comprends. Et donc, il faut que nous nous formions, il faut que nous apprenions, il faut qu'on éduque, et il faut qu'on aille à la formation. Voilà ce que je voulais dire. Et autant des députés que des masses pour qu'on puisse avoir une forme d'osmose et avoir la réalité des faits pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. D'accord. Arthur Banga avait donné la parole ensuite au Franck Dédi. Allez-y, très rapidement, sachant que le temps est contre nous. Non, ce que je voulais redire, c'est que... il ne faut pas que les gens... 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 Il ne faut pas que les
c'est un peu plus compliqué que ça au Houphouët-Boigny. C'est tout un ensemble qui a été monté par le RDA, mais on n'a même pas besoin d'être de l'opposition pour avoir une initiative de loi. Tout député peut prendre une proposition de loi. Voilà. Mais sur le cas principe d'Houphouët-Boigny, non, ce qu'il m'avait dit, ce qui a fait que je voulais réagir, il était seul. Non, c'est tout le RDA, mais comme dans toute chose, il y a quelqu'un qui va porter la loi, il l'a porté, mais c'était tout un travail collectif qui avait été fait. D'accord. Franck Dédi. Oui, moi je vais revenir un peu sur un propos de Maître Ouraga, pour dire que ne faudrait pas qu'on polarise la discussion à qui aura le contrôle, ainsi de suite. Le député va aussi à l'Assemblée nationale pour proposer des lois qui vont faire avancer aussi la société. Donc, si tant est que, même si je suis seul contre la machine du RHDP ou contre la machine des autres partis d'opposition, que je propose une loi qui va permettre à tous les Ivoiriens d'avancer, je pense que les députés, qu'ils soient du RHDP ou des autres partis, n'auront aucun mal à voter cette loi-là. Donc, il faut que vraiment on sorte de ça. Par exemple, nous, on pense par exemple à prendre une loi sur l'état civil, pour fiabiliser l'état civil, de sorte qu'on puisse avoir un basculement automatique de toutes les personnes en âge de voter sur la liste électorale. Ça va nous éviter tous les débats qu'on a eus ces 5 dernières années. On pense par exemple à une loi sur le congé menstruel pour les femmes. Comme, voilà, je pense que ça va vous plaire ça par exemple. Mais ça va impacter à la fois les femmes RHDP, les femmes PPACI, les femmes indépendantes et tout ce qui va avec. On a une loi d'urgence sur le reboisement. Et quand on sera dans la campagne, on pourra revenir sur toutes vos propositions. D'accord, messieurs, on va faire une courte pause et revenir. La famille, c'est ce que je disais au début de la vidéo. C'est dommage. On traite le PDCI, le PPACI, des gens non civilisés, c'est-à-dire des partis politiques non disciplinés et tout. Mais apparemment, quand on fouille dedans, quand on va un peu en arrière et on revoit un peu les débats précédents, il semblerait que la plupart de ces gens qui viennent sur les plateaux de télé pour crier comme si la Côte d'Ivoire appartenait à leur papa, ils sont liés à un seul parti politique. Quand on fouille, il y a un lieu de connexion. C'est-à-dire que quoi? Il y a un lien, il y a un point, c'est pas quoi? Il y a un carrefour qui est le RHDP et c'est là que ces personnes se croisent. Vous ne pouvez pas venir. Regardez la dernière fois que le frère Steve Lago a quitté le plateau. Vous voyez comment on le traitait, non? C'est que, regardez Daouda. Moi, j'étais choqué de voir, par exemple, Daouda sur Live TV comme une poule mouillée le jour où le ministre Mamadou Touré était sur le plateau télé. Il n'arrivait pas à poser ces questions. Il était là très calme. On a laissé Mamadou Touré, le ministre, seul, quelque part. Et les autres se sont regroupés de l'autre côté. Et les questions étaient posées gentiment. Mais il faut voir un cadre du PDCI ou bien du PPACI. C'est qu'on crie. Vous êtes des menteurs, vous êtes des ci, vous êtes des ça. Mais quand on croise RHDP, on devient poule mouillée. On oublie tout carrément. La famille. Dites-moi dans les commentaires. Parmi les partis politiques que vous connaissez dans le pays là, quel est le parti politique qui aime la bagarre plus? Quels sont les membres des partis politiques, ok, qui font de la bagarre? Moi, j'étais choqué de voir Bob le mannequin. C'est comme un roi en Côte d'Ivoire. Il semblerait même qu'il a reçu un passeport diplomatique. Ce n'est pas avéré. Ce sont les spéculations. Mais on ne peut pas établir notre vérité sur les spéculations. Ce sont des hypothèses. On va d'abord les vérifier avant de prendre notre position. Mais c'est lui qui a gardé les Ivoiriens. Et il a montré même comment on garde les Ivoiriens. Et il a dit au chef de ne pas sortir. Au risque de te faire dire par ces encagoulés, il est rentré et accueilli comme un roi. Mais Ziggy est en prison. Juste parce qu'il a tenu des propos en ligne. Les gens ont mis des commentaires, ils sont en prison. Ceux qui n'ont pas déjà les Ivoiriens sont en prison. Mais ceux qui ont commis des crimes horribles sont en vie et ils traînent partout. Ils sont en veste, ils sont en cravate. C'est dommage.
La famille, c'est dommage. Merci beaucoup. Et on se capte à la prochaine.